Salut la team, regardez mes beaux ongles. Cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, il faut probablement pas la regarder. Il s'agit d'une FAQ, donc ça risque d'être très peu intéressant. Dans ce cas, je vous propose de regarder d'abord d'autres de mes vidéos, parce que je peine en plus à buzzer sur YouTube, donc ça m'arrange. Et ensuite, vous revenez sur celle-ci, parce que vous aurez réussi à développer un espèce de lien parasocial, qui fait que vous serez peut-être un peu plus intéressé sur mes opinions personnelles, sur divers sujets. Pour commencer, je me représente un peu, parce que c'est une question qui a été pas mal posée, mine de rien. Je m'appelle Anna, grande bavardeuse sur les réseaux sociaux, ou aussi bavardage. J'ai un petit problème de pseudo, j'ai jamais réussi à choisir entre les deux. Et je fais des vidéos de vulgarisation, de sciences sociales, d'actualité, de sciences humaines, je sais pas trop ce que je fais, en tout cas je sais que je ne fais pas dans ma neutralité. Parce que c'est aussi quelque chose qui m'a été pas mal demandé, on y reviendra plus tard. Pour expliquer un petit peu mon parcours universitaire, puisque c'est probablement la question sur laquelle je reçois 12 messages par jour. J'ai fait un bac ES, ensuite j'ai fait une licence de droit à l'université d'Aix-en-Provence, licence de droit public, puis je suis partie faire un Erasmus à Dublin, à une université qui s'appelle University College Dublin. Et puis je suis revenue en France pour faire mon master en droits humains à Sciences Po Paris, et aujourd'hui j'ai fini mes études, et donc j'ai un emploi en temps partiel, et le reste du temps, je fais de la création de contenu. Première question, ton top 3 villes de France. Alors en premier, je mettrais Marseille si j'étais hypocrite, dans le sens où je suis bien plus heureuse maintenant que j'habite à Paris, parce qu'il y a énormément d'opportunités professionnelles, plein de trucs à faire. C'est une ville très très riche, Marseille, d'un point de vue culturel, mais j'avoue que je m'y suis sentie beaucoup plus à l'étroit, et j'ai réussi juste à mieux comprendre, mieux appréhender le paysage culturel à Paris, notamment du fait de la création de contenu. Les gens ont commencé à me proposer d'aller à des événements dont j'aurais jamais entendu parler si je faisais pas des vidéos. Donc je dirais Paris en premier lieu, puis ensuite Marseille, et en troisième, ça commence à devenir difficile, Lyon. Là, je fais juste les grandes métropoles françaises, finalement. Mais j'ai quand même eu un bon souvenir de la ville de Lyon. En dépit du fait qu'il y ait beaucoup de fascistes. Mais bon, ils font ce qu'ils peuvent, j'imagine. Comment t'es entrée dans le monde du social ? Alors, moi, j'ai commencé à rentrer dans le monde du social par le biais du bénévolat, je dirais. En fait, quand est arrivé le moment des 18 ans, avec la crise du Covid, j'ai eu une grosse perte de sens et je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose de ma vie. En fait, je me suis rendu compte qu'au lycée, j'étais peut-être un petit peu passive, je me contentais de performer dans les endroits où on me demandait de performer, c'est-à-dire à l'école, et je me suis jamais demandé quel lieu je pouvais investir à part celui de l'école. Et donc je me suis rapprochée de la Croix-Rouge française et j'ai été bénévole là-bas à la distribution alimentaire, et j'ai aussi été secouriste. Et à partir de là, ça s'est fait un petit peu tout seul. J'ai été stagiaire dans des associations, de l'humanitaire et du social, parce que mon master à l'origine est en humanitaire. Et en fait, je me suis rendu compte que l'humanitaire, je me sentais probablement moins proche des problématiques dont je traitais. Ce qui peut être un petit peu égoïste aussi, on ne devrait pas nécessairement avoir le sentiment de se sentir proche des personnes ayant besoin de nos services pour leur prodiguer correctement. Mais j'ai très vite eu cette question de me dire pourquoi est-ce que je me préoccuperais de ce qui se déroule sur un continent qui n'est pas le mien, dans un contexte politique et social que je connais très peu, alors qu'il y a des problématiques très proches de moi, les jeunes de l'ASE, le sans-abrisme, la précarité, qui s'illustrent dans des contextes que je connais. Je comprends quels sont les problèmes politiques en France qui font qu'on a encore des sans-abri, alors que je comprends très peu les problématiques qui font qu'il y ait de l'extrême pauvreté dans tel ou tel pays d'Asie, par exemple. Et donc il me semblait que ça avait beaucoup plus de sens. Et voilà. Et en fait, on se rend compte quand on fait de l'humanitaire que souvent, ce qu'on appelle l'humanitaire, c'est juste du social, mais à l'étranger, en gros. Entre les cours, les réseaux et l'asso, à quoi ressemble une semaine de grande bavardeuse ? Alors, aujourd'hui, je suis plus à l'école, donc ma vie est très très différente. En gros, globalement, je travaille en temps partiel pour une association de protection de l'enfance, je m'occupe de leur communication. Et donc, je travaille le lundi, mardi, mercredi là-bas, et je cale tous mes rendez-vous liés à la création de contenu, mais aussi mes temps d'écriture et mes temps de production sur les jeudis, les vendredis, mais aussi les samedis et les dimanches. Et donc, globalement, le lundi, mardi, mercredi, ma vie elle est un peu normale. Je vais au travail, le soir j'ai cours de théâtre ou cours d'italien, parce que je suis une meuf comme ça. Et ensuite, les jeudis et les vendredis, je me réveille à 9h pour aller chez la psy, j'ai des gros problèmes de santé mentale. Je rentre chez moi,
Et généralement, j'écris tout le jeudi et je filme le vendredi, ou inversement. Toujours 1 ou 2 semaines de script de préparer au cas où si j'ai des semaines plus compliquées que d'autres. Et puis très souvent sur ces journées-là, j'ai des rendez-vous liés à l'influence. Donc je sais pas, un rendez-vous avec une agence qui est intéressée par ce que je fais, ou alors des rendez-vous avec des musées qui réfléchissent à faire des partenariats commerciaux avec des créateurs de contenu, ou alors je vais rencontrer des journalistes qui veulent qu'on s'échange nos pratiques, ou alors je vais avoir une visite d'un laboratoire que je vais être amenée à filmer pour faire un TikTok dessus. C'est aussi sur ces jours-là que je vais aller à des projections presse. Quand on fait de la création de contenu, on est un peu considéré parfois comme un outil de publicité, voire un outil simplement d'information, et donc on est invité à des projections presse de films par exemple, ou à des visites en avant-première d'exposition, où on n'est que entre critiques ou entre créateurs de contenu à regarder une œuvre pour avoir les informations nécessaires pour la promouvoir ou tout simplement pour la critiquer sur nos réseaux sociaux avant sa sortie. Donc voilà, globalement, je vais aller visiter la dernière expo du musée Quai Branly, aller voir le dernier film de Virginie Efira, et puis entre-temps, entre ces deux choses-là, je rentre chez moi, je pose ma cam et je fais des FAQ qui n'intéressent personne. C'est quoi ton projet actuel principal ? J'en ai aucune foutue idée. Là, mon projet actuel principal, c'est essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que je peux vivre suffisamment de ma création de contenu pour pouvoir y dédier un temps considérable de ma semaine pour continuer à faire du travail d'information de qualité. Parce qu'en faisant une vidéo par jour, plus un podcast, plus des vidéos YouTube, ça devient un petit peu compliqué d'avoir un 40 heures semaine. Donc pendant longtemps, ma problématique c'était ça. Comment est-ce que je vais faire pour vivre suffisamment de ça, non pas pour que ce soit mon mode principal de rémunération, mais pour que ça ait du sens financièrement pour moi dans une économie capitaliste, de dédier certaines de mes journées à ce travail-là. Aujourd'hui, j'ai pas mal réussi à faire ça. En tout cas, ça fait quelques mois que ça se passe bien. Il y a très peu de stabilité. On sait jamais de quoi le mois prochain sera fait, mais c'est un petit peu l'idée. Donc aujourd'hui, mon idée, c'est surtout de comprendre là où est-ce que je vais vouloir amener cette visibilité, cette indépendance que j'ai réussi à acquérir. C'est un peu comme si là j'avais tous les outils en main et maintenant je me dis, est-ce que j'ai envie de toute ma vie de faire que des vidéos courtes sur internet ? Est-ce que j'ai pas envie de développer d'autres formats ? Est-ce que j'ai pas envie d'utiliser cette visibilité pour faire autre chose ? Récemment j'ai rencontré des personnes qui m'ont demandé si mon projet ultime c'était de me lancer en politique. Non. Voilà. Mais j'ai quand même envie de faire quelque chose qui va plus loin que la vidéo YouTube ou que le réel. J'essaie aussi de pas me faire matrixer par le paradigme des médias traditionnels. Je me dis que parfois on fait beaucoup plus avec sa caméra et sa pleine indépendance que sur une chaîne de grande écoute. Et donc je me dis que ça devrait pas être ça mon objectif final. Ça devrait pas être d'avoir l'approbation d'une très grande radio ou d'une très grande chaîne de télévision. Mais la réalité, c'est que nous aussi on est un peu matrixé par ce qu'on a communément admis comme idée du succès ou pas. Et créateur de contenu, si ça permet une certaine forme de succès dans sa carrière, parce qu'on peut en vivre et en vivre bien, d'un point de vue social en tout cas, quand t'as un petit Master 2 et que t'es dans une bonne école et que tous tes potes ils sont en train de brasser un max et qu'ils ont des noms de postes à rallonge, il y a un petit malaise quand tu dis créateur de contenu. Et il faut pas être matrixé par ça. Il faut démonter ce paradigme-là. Parce que c'est en cherchant constamment le prestige et la reconnaissance des élites qu'on se retrouve à taffer sur des trucs qui sont éthiquement chelous. Mais le fait est que j'ai l'impression que dans le temps long, en tout cas ce mode de création là va me frustrer. Comment est-ce qu'on peut commencer pour être plus éloquent ? J'ai fait une vidéo YouTube qui s'appelle J'arrête les concours d'éloquence, que je vous conseille d'aller regarder. Moi personnellement, je n'ai pas envie de répondre à cette question, non pas qu'elle soit bête. Je pense que l'éloquence c'est primordial pour survivre dans cette société très inégalitaire, mais en fait j'ai l'impression qu'il est difficile d'expliquer à quelqu'un comment il peut devenir éloquent sans lui demander de se travestir. Et j'ai pas envie de conseiller à des personnes de tenter à tout prix d'adopter les éléments de langage d'une classe supérieure à laquelle ils appartiennent pas forcément. Parce que je me dis que c'est pas en faisant ça et c'est pas en diffusant cette idée-là qu'on va réussir à faire changer les choses. Moi, c'est plutôt un truc que je remets en question en fait.
pourquoi est-ce qu'on a envie d'être toujours plus éloquent et selon qui, qu'est-ce qu'on définit comme étant plus éloquent. En tout cas, un petit conseil, moi ce qui m'a aidé, je pense que pour être bien éloquent, il faut croire en ce qu'on dit, se renseigner, s'éduquer, lire beaucoup, pour être suffisamment à l'aise pour ouvrir sa gueule sur les sujets, et puis prendre confiance en soi. Et je trouve que prendre confiance en soi, ça passe par l'affirmation de soi. Disons que ce qui bloque souvent la prise de parole, c'est qu'on réfléchit trop au potentiel malaise qui va suivre la phase où on parle. Et en fait, on réfléchit tellement à ce malaise qui va arriver qu'on n'a pas le temps d'ouvrir sa bouche. Il faut réussir à oublier ce malaise qui peut suivre pour que notre bouche s'ouvre avant qu'on ait conceptualisé le fait qu'on peut bider. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et pour ça, le théâtre, ça aide beaucoup. Parce que le théâtre, t'as pas le choix. Tu fais de l'impro, il faut que tu sortes les trucs, il faut que les trucs ils sortent plus vite que ton cerveau. Et donc t'as pas le temps de te dire est-ce que ma blague elle est drôle ou est-ce que mon propos est en fait extrêmement pertinent. Alors faut pas l'ouvrir pour l'ouvrir, mais ce que je veux dire c'est qu'on a tendance à s'auto-censurer parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en la posture qu'on adopte dans les prises de parole publiques. Et le théâtre, ça aide beaucoup pour ça. Parce que ça vous force, ça vous sort de votre zone de confort et ça vous propulse dans une situation où si vous l'ouvrez pas, ça va être encore plus gênant que si vous l'ouvrez. Penses-tu que tes vidéos peuvent avoir un potentiel impact sur les gens ou même plus? Non. Disons que de plus en plus, je me dis que mon travail est totalement dénué d'utilité. Parce que la réalité, c'est que je sais que je tombe dans des bulles algorithmiques qui font que les gens qui regardent mes vidéos sont majoritairement de ma team, on va pas se mentir. Et les quelques personnes que j'arrive à toucher, mais qui n'appartiendraient peut-être pas à cette bulle-là, ne vont pas nécessairement s'exprimer, se revendiquer comme étant de l'autre team. En fait, je suis beaucoup plus confrontée à des messages de personnes qui me disent « Qu'est-ce que tu racontes? Ferme-la ». Souvent en propageant des clichés sexistes qui me rendent dingo, qu'à des personnes qui me disent « Waouh, t'as tellement changé ma vision des choses ». Et ça m'est arrivé quelques fois. Une fois, par exemple, j'ai fait une vidéo où j'aborde le sujet de la peine de mort, une vidéo de 3 minutes, et une personne m'a dit « Waouh, j'étais pour la peine de mort, j'ai regardé ta vidéo et maintenant je suis contre ». Et en fait, paradoxalement, ça m'a un peu inquiétée. Parce que je me suis dit, d'un côté, c'est cool, et c'est peut-être pour ça que je devrais faire ça aussi, mais de l'autre, comment ça, il a suffi d'une vidéo de 3 minutes pour changer ton avis sur une problématique aussi complexe que la peine de mort? Genre, comment t'as pu émettre une opinion sur un sujet sur lequel t'étais suffisamment peu éduqué, une opinion si forte que être pour la peine de mort, que 3 minutes d'information ont suffi pour te faire totalement changer de paradigme? Comment ça, t'as jamais été amené toi-même tout seul avant à faire la démarche de te poser la question? 3 minutes, de réfléchir 3 minutes à pourquoi est-ce que je suis pour la peine de mort? Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Ça m'a fait un peu flipper. Parce que je me suis dit, si on est capable de faire ça dans un sens, ça veut dire que les autres sont capables de le faire aussi dans l'autre. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Globalement, là, je suis un peu dans un moment où je perds foi. Mais je pense que c'est des phases, je pense que c'est cyclique et je pense que c'est aussi comme ça que les fascistes nous ont, à l'usure. Mais oui, là, globalement, en ce moment, j'ai un peu l'impression de parler dans le vide, de foutre des coups d'épée dans l'eau. J'aime beaucoup cette image. Très illustrative. Sur quels médias, sources, tu t'informes quotidiennement? Globalement, j'ai pas de source privilégiée. Disons que j'ai quelques applications d'infos sur mon téléphone. Al Jazeera, Le Monde, Libération. Je suis aussi j'ai l'alerte AFP sur WhatsApp. Et ça me permet d'être au courant de ce qui se passe au jour le jour. Maintenant, généralement, je vais pas lire ces articles-là en fait. Ce que je fais, c'est que si par exemple je vois une actualité qui dit que le Cornu a démissionné, mais d'où est-ce que ça me vient cette idée? Je vais voir l'article du Monde qui dit que le Cornu a démissionné, et dans le cas où j'ai envie de faire une vidéo TikTok sur le sujet, je vais chercher le Cornu démission, ouvrir une vingtaine d'onglets sur le sujet pour tout lire, retenir les points que je trouve importants dans chacun des médias et essayer un petit peu d'alimenter mon opinion de tous les médias d'opinion, justement. Il y a certains que je ne lis pas, Frontières par exemple, allez vous faire voir, mais par contre, les autres, je les lis, même s'ils défendent des opinions qui sont très éloignées des miennes, je les lis pour être certaine que je comprends déjà leur paradigme à eux et pour obtenir des informations que d'autres médias qui perçoivent le message différemment ne vont pas nécessairement diffuser. Ce que je veux dire, c'est que pour une même info, Libération et Le Point, pour des raisons totalement évidentes, ne vont pas partager les mêmes informations parce qu'ils ne veulent pas vous amener au même
en droit de penser. Et c'est pas de la manipulation, c'est normal. Aucun journaliste, moi-même, personne, n'est neutre. Et on amène toujours le sujet tel qu'on le comprend et tel qu'on le ressent dans les papiers qu'on écrit ou dans les vidéos qu'on fait. Et donc, je lis les deux pour essayer d'avoir les informations que chacun a retenues. Et je sais que, même si je suis plus de l'opinion de Libération, par exemple, les points que Libération a omis de mentionner, tout simplement parce que ça allait pas dans le sens de l'angle pris ou que ça n'avait pas nécessairement d'utilité de les mentionner, je vais les avoir au point et peut-être même en restant dans l'opinion de Libération, je vais continuer d'alimenter la vision de Libération avec laquelle je suis d'accord par des éléments du point. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus large du sujet et en lisant les uns et les autres, je comprends aussi les tensions différentes que ce sujet vient soulever dans les différentes mouvances politiques. D'où est venu ton amour pour la politique? Je déteste ça. J'aime vraiment pas ça. C'est pas un choix. On est juste obligé, dans la société telle qu'elle est faite aujourd'hui, au milieu de cette grande montée des périls internationaux, on n'a pas le choix. Moi, quand j'étais à Sciences Po, j'ai fait un master en droit humain et action humanitaire. Parce que la réalité, c'est que c'était ça, surtout, qui m'intéressait. Les sciences humaines, la sociologie, l'histoire, ça m'intéresse. La politique politicienne, genre les affaires de Le Cornu et de Macron, très très peu. Très très peu. Mais j'ai juste pas le choix de me renseigner parce que c'est ces mecs qui prennent les décisions qui vont impacter le devenir de la sociologie, le devenir de notre histoire. Ça me fait chier. Au contraire, je trouve ça très très anxiogène. C'est pas plaisant. J'aimerais bien ne pas m'y intéresser. On fait ce qu'on peut. Ta commu s'appelle les bavardators ou les bavardeurs? J'aimerais bien vous appeler les bavardes dans une volonté d'imposer le féminin universel. Et sinon, les bavardos, ça me semble. Ça ressemble beaucoup à sacerdoce. Et je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup ce mot. Donc ça me semble être une alternative viable. Petite, tu rêvais de faire quoi? C'est une question que je me pose pas mal en ce moment. J'essaie un petit peu de me reconnecter à mon inner child. J'ai un peu l'impression que j'ai toujours voulu poursuivre une vision que j'avais de l'intérêt commun. Et le métier que je voulais faire a toujours divergé, j'ai changé beaucoup de fois d'idée, selon cette vision-là que j'avais de l'intérêt commun. Genre par exemple, quand j'étais petit, celle qui représentait le plus l'intérêt commun, l'élévation de soi, l'élévation de la société, c'était les maîtresses. Et donc j'ai littéralement joué à la maîtresse toute mon enfance et j'ai voulu faire ça toute ma vie. Et puis ensuite, dans un moment un petit peu idéaliste, quand j'ai commencé à découvrir ce que c'était que l'ONU et le maintien de la paix, je me suis dit que mon rêve c'était de travailler à l'ONU. Et puis plus j'ai perdu foi au droit international et plus je me suis rendu compte que le bien commun n'était pas nécessairement du côté des diplomates en costume qui boivent du champagne, je me suis dit qu'en fait, peut-être que le bien commun, c'était la diffusion de l'information et la création de l'information là où certains ne veulent pas qu'on aille la créer. Et donc j'ai voulu être journaliste. Ou alors quand j'ai appris, quand j'ai découvert la façon dont bien des avocats avaient utilisé des combats légaux pour permettre l'avancement de mouvements sociaux, j'ai voulu être avocate. Et puis après je suis allée à des procès et je me suis rendu compte que c'était quand même rarement le cas d'être la majorité. Cette phrase n'est pas française. Et donc je me suis un petit peu plus éloignée de ce projet. Donc voilà un petit peu comment je navigue à vue. Là, je trouvais en tout cas une forme d'utilité dans la création de contenu, maintenant beaucoup moins, et je me dis que je vais probablement faire ça jusqu'à ce que je trouve mon bien commun ailleurs, et qui sait, peut-être que ce sera la famille, un papa, une maman, 2 enfants, un chien. C'était quoi la matière que tu détestais au collège? Les maths, et pourtant j'avais des très bonnes notes, mais j'ai jamais galéré particulièrement avec une matière. J'ai toujours assez bien performé partout, parce que pour moi, performer à l'école, c'était probablement la chose la plus importante au monde. Mais par contre, même si j'avais des bonnes notes, je sais que celle qui me foutait le plus la boule au ventre et celle sur laquelle j'avais l'impression d'investir le plus de temps pour un rendement vraiment pas si ouf que ça, c'était très clairement les maths. D'autant plus qu'on m'a toujours dit que ça me servirait, mais aujourd'hui, c'est l'URSSAF qui fait ma déclaration tout seul, qui soustrait les 21-22% de mon revenu. J'ai pas l'impression que ça m'ait servi. Pour le moment, peut-être pour les bilans énergétiques, aucune idée de ce dont je parle. Je sais pas.
I'm just a girl. Est-ce que tu envisages de t'engager en politique un jour? Quand on travaille de près ou de loin sur des affaires politiques, on se rend compte qu'il y a plusieurs façons d'avoir un impact sur son monde. Le journalisme, dans l'ère actuelle, qui est le rachat des médias par les milliardaires, semble pas toujours le chemin le plus épanouissant. Et puis, il est extrêmement précaire. La réalité, c'est que la majorité des médias que vous lisez emploient des pigistes qu'ils sous-payent en toute situation de précarité. Enfin, les gens galèrent. Après, il y a l'associatif. Mais dans l'associatif, on rencontre plein de questionnements éthiques aussi, où on se dit que parfois, ce qu'on fait, c'est pas à nous de le faire. Ça serait à l'État. Et que tant qu'on est là, et que tant qu'on le fait, on se substitue un petit peu à son rôle, et donc, on lui fout peut-être pas le coup de pied au cul nécessaire pour qu'il fasse le taf. Typiquement, les distributions alimentaires, c'est pas au Resto du Cœur normalement de s'en occuper. Bref, c'est à l'État de gérer ça. C'est pas à des citoyens de prendre sur leur temps libre, en dehors d'un travail qui les fait souvent trimer eux aussi. Donc on est amené à se poser des questions sur son engagement là aussi. Et on se dit très rapidement qu'en fait, la meilleure façon de faire changer les choses, c'est pas en étant en association, c'est pas en faisant de l'influence, c'est pas en diffusant de l'information, c'est en étant au cœur du processus de décision, c'est-à-dire en étant parlementaire ou exécutif. Et en fait, quand on s'attarde un petit peu là-dessus, quand on commence à rencontrer des parlementaires, quand on commence à avoir des discussions avec leurs collaborateurs, on se rend compte que eux non plus, ils sont pas tout le temps maîtres des décisions qu'ils prennent. Il y a des conflits d'intérêts dans les coalitions de parlementaires, par exemple. Si tout ton groupe a décidé de voter quelque chose, tu sais que ça va être compliqué pour toi de voter différemment. Et puis, il y a tout l'enjeu réputationnel et tout l'enjeu de réélection. Une fois que ta vie se résume en un mandat électif, tu es souvent amené à te demander comment est-ce que tu parviendras à acquérir ce prochain mandat électif. Tu repenses à ta réélection, ou alors tu penses tout simplement au groupe d'intérêt que tu devrais un petit peu draguer pour qu'il te propose un taf ou pour qu'il te propose des opportunités au moment de la fin de ton mandat. Et donc je pense qu'il y a tellement d'enjeux dont on a si peu connaissance et qu'on parvient pas à saisir, sans parler des lobbies et de toute cette dynamique-là, je pense que c'est très 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 compliqué de porter une voix dissidente, même au sein du Parlement, même au sein de ton parti, quand t'es pas d'accord avec l'avis de la majorité. Et donc, est-ce que j'ai envie de m'engager dans une voie où je prends des décisions pour les autres, avec le si peu d'expérience de vie que j'ai 22 piges, et surtout selon des facteurs qui ne sont pas strictement et seulement le bien-être des autres, mais aussi mon bien-être et mon devenir politique personnel, je ne sais pas. Mais d'un autre côté, j'ai aussi cette frustration de me dire qu'en fait, on a beau s'égosiller à faire des vidéos, à organiser des manifestations, à créer des collectifs, ceux qui ont le dernier mot de l'histoire, ça sera jamais nous, tant qu'on n'est pas dans l'hémicycle. Donc c'est un petit peu la question. En tout cas, pour le moment, moi, ça m'attire pas du tout. Penses-tu que tes vidéos pourraient contribuer à changer la société ou les gens à long terme? Mes vidéos, certainement pas. Par contre, je crois beaucoup en la théorie de la bataille culturelle. Voilà, c'est peut-être mon côté un peu réformiste, il faut que j'y travaille. En tout cas, je crois beaucoup à la bataille culturelle. La bataille culturelle, c'est l'idée que pour gagner les gens, il faut que ton opinion devienne l'opinion majoritaire, l'opinion la plus mainstream. Et donc, il faut diffuser ton opinion par tous les moyens, dans l'art, dans les médias, pour qu'elle soit admise dans ces sphères comme étant l'opinion la plus sexy, l'opinion la plus glamour, celle vers laquelle les gens vont se tourner et juger ainsi comme naturellement admise. Par exemple, si tu veux absolument obtenir la légalisation de l'avortement, il faut que dans toutes les sphères médiatiques, dans tous les espaces d'opinion, l'avortement soit admis comme quelque chose de juste et quelque chose d'essentiel. Et pour ce faire, il faut que tu associes des personnalités publiques appréciées par le public, des événements culturels appréciés par le public, à ce combat pour la législation de l'avortement. Par exemple, le fait qu'il y ait des rappeurs qui se prononcent pour les droits des populations exilées, ça joue énormément dans la lutte pour ces droits-là, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont moins sensibles au discours politique et qui sont moins renseignées, qui vont
être sensibilisés au sujet par ce biais-là, et qui vont se dire, mais si je me sens proche de ce mec, proche des difficultés dont il me parle quotidiennement dans ses sons, ça veut dire que je devrais me sentir aussi proche de ces difficultés-là auxquelles j'ai jamais pensé parce que je suis un petit peu auto-centrée. Moi, je crois vraiment en cette bataille culturelle, et donc je pense que le fait d'investir les milieux d'opinion, les espaces médiatiques et les réseaux sociaux notamment, c'est essentiel pour advenir vers cette victoire culturelle. Mais donc c'est pas mes vidéos qui font la différence. Mes vidéos, elles font la différence parce qu'elles appartiennent, elles constituent un micro-pourcentage de toutes les autres vidéos qui constituent cette voie de résistance qui est diffusée largement sur les réseaux sociaux. Que penses-tu du débat en général sur les réseaux sociaux ? Moi j'ai un peu de mal avec le mot débat, de plus en plus. Parce que la majorité des problématiques que j'aborde sont quand même liées à la défense des droits humains, de près ou de loin, et j'ai quand même cette idée qu'on peut difficilement les débattre. On peut débattre des droits humains, de leur existence en tant que telle, du concept occidental que c'est. On peut difficilement débattre de la préservation de la dignité de chacun. On peut dans la forme, mais sur le fond. Et donc ça, c'est un truc qui me frustre de plus en plus. Moi, je suis ouverte aux gens qui m'amènent vers des précisions ou qui m'amènent justement vers un changement d'angle pour que je m'éduque de leur savoir que j'ai pas nécessairement, parce qu'en vrai je vis dans ma petite sphère, dans mon espèce d'entre-soi, et je suis pas au courant de toutes les idées qui sont développées dans tous les collectifs auxquels je n'appartiens pas. De quel parti politique, ou du moins de quel mouvement ou mouvance te sens-tu proche ? Moi, je me sens proche de beaucoup de mouvements citoyens. Je me sens pas proche d'un parti politique. J'ai un rapport à la politique qui est de plus en plus apartisan. Attention, apartisan, c'est pas la même chose que apolitique. Les anarchistes, par exemple, dans la mesure où beaucoup d'entre eux, normalement, ne croient pas au concept de vote et ne croient pas en la structure partisane, ne votent pas et n'appartiennent pas à un parti. Et pour autant, les anarchistes sont quand même ceux qu'on utilise le plus souvent pour illustrer les mouvements d'extrême gauche. Moi, je dirais pas que je suis anarchiste parce que je trouve que ça demande un niveau de radicalité et de rigueur. Je parle comme Fabrice Lucchini, mais ça demande un niveau de radicalité que j'essaie de porter, vers lequel j'essaie de me rapprocher, mais que j'ai difficilement et je trouve que l'activité même de ma création de contenu m'en éloigne probablement. Mais en tout cas, je considère que l'avenir de la politique n'est pas dans le parti. Moi, je me reconnais très peu dans ce système de parti parce que j'ai l'impression qu'il crée la division là où on a besoin d'unité. Et surtout, ce système de parti pousse les politiciens à vouloir absolument se démarquer des autres, quitte à défendre des opinions qui ne sont pas les urgences que rencontre véritablement leur électorat. Donc moi, le système de parti, j'y crois de moins en moins. Je vais voter parce que j'ai super peur de l'extrême droite, mais je me sens pas proche en fait. Je me sens même pas tant proche des partis pour lesquels je vote. Je vote pour les partis qui me permettent et qui permettent à mes amis d'être les plus en sécurité et d'évoluer dans une société la plus paisible possible, mais je sais pas si je me sens foncièrement, humainement, proche d'eux. T'étais plus épanouie en droit ou à Sciences Po ? J'en ai aucune idée. En fait, sans parler du contenu des cours, parce qu'il est évident que c'était beaucoup plus épanouissant à Sciences Po qu'en droit public, où tu te contentes un petit peu d'avaler tes cours et de retenir le plus de choses possible, et de te bourrer le crâne jusqu'à 2h du matin pour ton TD du lendemain à 8h. Je trouve qu'il y a un peu une scission entre l'expérience humaine et politique que j'ai eue de ces deux écoles. Enfin, de ces deux institutions. Politiquement, à Aix-en-Provence, je me suis pas du tout épanouie. À vrai dire, j'ai rien appris. Je trouve que je me suis vraiment radicalisée dans mes opinions et éduquée avec le temps, et notamment à partir de mon Erasmus. Bref, c'est un autre sujet. En tout cas, pendant ma licence de droit à Aix-en-Provence, le simple fait de la ville, Aix-en-Provence, voilà, ce que j'ai besoin de préciser, faisait que je me sentais pas particulièrement dans un espace citoyen où on allait en manif, où on allait intégrer des collectifs, où on allait essayer de s'éduquer, de s'organiser. Par contre, humainement, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient des histoires de vie très différentes, des vécus très différents,
qui appartenaient à des classes plus ou moins différentes parce qu'on reste à la fac de droit, mais puisque c'est l'enseignement public, gratuit, il y a quand même plus de diversité sociale et économique que à Sciences Po Paris. Et donc en fait, ça m'a foutu un petit peu parfois des coups de pied au cul, de me dire ah oui, la personne n'a pas du tout vécu les mêmes choses que toi et a donc une opinion drastiquement différente à la tienne. Et donc j'ai beaucoup appris humainement de cette école-là. Maintenant, quand je suis partie en Erasmus et que j'ai découvert là-bas l'antiracisme et l'intersectionnalité, ça m'a foutu un petit coup de pied au cul de me dire ah mais en fait, t'es à 1000 lieues d'avoir l'éducation de tes prétentions. J'avais des idées, j'avais envie de les exprimer, mais en fait, j'y connaissais rien. Et le fait de commencer à m'éduquer à tous ces sujets là-bas, et ensuite d'intégrer Sciences Po Paris, où littéralement, il y a des cours pour absolument tous les sujets du monde, ça a été politiquement extrêmement intéressant. J'ai aussi découvert l'organisation citoyenne, notamment dans mon implication dans les occupations sur le campus. C'est là que j'ai tout appris, c'est là que j'ai été le plus en manif. En revanche, humainement, ça a été beaucoup plus compliqué parce que là, je me suis sentie extrêmement déconnectée de beaucoup des personnes avec lesquelles j'allais en cours. Parce que tout simplement, on n'avait pas du tout le capital social, on n'avait pas du tout rencontré les mêmes difficultés dans notre scolarité, et encore, je suis très privilégiée, et on n'avait tout simplement pas du tout le même rapport à l'argent, aux autres, et même à la politique en général. Et ça a pu être assez frustrant, parce qu'en fait, paradoxalement, j'apprenais énormément de certaines personnes qui avaient lu et qui avaient été baignées dans les sujets que je venais de découvrir, tout en sentant une espèce de frontière entre eux et moi, une frontière liée à la façon dont ils menaient leur discours, liée à la façon dont ils se comportaient avec les autres, liée à la façon dont ils imaginaient leur futur. Et donc j'ai réussi à trouver les personnes qui me correspondaient dans cet écosystème-là, mais disons que j'essayais un petit peu de passer le moins de temps possible à l'école, parce que je m'y sentais tout simplement pas à ma place. J'avais toujours des moments où je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Et je me demande si c'est pas un petit peu le cas de tout le monde, sauf probablement de ceux qui y sont rentrés à 18 ans et qui ont été un peu plus bercés dans l'idée qu'ils méritent d'y être. Mais ouais, c'était un petit peu bizarre et parfois je me rendais compte que ça m'amenait à pas avoir les meilleures attitudes avec les autres, où j'allais très fermée sur moi-même, très peu amenée à poser des questions, à faire du small talk, parce que le contexte dans lequel on était créait d'emblée une différence éventuelle entre eux et moi. Je me disais, mais en fait, on va probablement pas avoir grand chose à se dire, on va probablement avoir du mal à se comprendre. À quand un feat avec Angelus, quand elle veut? T'aimes encore ton ex Dylan? Je n'ai pas d'ex qui s'appelle Dylan, mais merci de l'inquiétude. T'as des passions, des kiffs dont tu aurais pas parlé en hobby. J'aime beaucoup chanter, je pousse à chansonnette. J'ai une guitare qui est juste ici. Sinon, je joue au théâtre. Je suis dans une petite troupe. Ça va être ma 3e année de théâtre là. 4e. Et sinon, j'aime beaucoup lire. Globalement, je peux vous montrer ça là. Mais j'ai une assez chouette bibliothèque. Voilà. Bon, et regardez Love is Blind, mais ça c'est temporaire. T'as quoi comme vision? Je suis myope et astigmate. D'ailleurs, vous savez que j'ai grave une réflexion liée à mes lunettes. En fait, je me suis rendu compte, quand je circule dans l'espace public, qu'on me reconnaît assez souvent. Sauf quand j'enlève mes lunettes. Comme ça. Ah là je vois plus, c'est embarrassant. Je me suis rendu compte que à la façon dont Christophe Barbier a son écharpe et Salomé Saké sa chemise rouge, c'est peut-être devenu mes lunettes en fait. Et malheureusement je vais être condamnée à garder celle-ci jusqu'au restant de mes jours, parce que le jour où je changerai de forme, les gens vont paniquer, ils vont se demander qui est cet inconnu dans leur feuille page, ils vont se désabonner et c'est fini. Projet de vie, goal ultime, être invité sur une vidéo de Squeezie. Écrire un livre, j'aimerais beaucoup écrire un livre. Monter une pièce de théâtre, un seul en scène. J'aimerais faire un film d'animation. Pas un film avec des vrais acteurs, un film d'animation. Je vous en conjure. S'il y a des producteurs qui regardent ça. Vraiment, donnez-moi l'argent et des conseils et je ferai des miracles. Question random, mais t'as pris quel spé au lycée? Moi, j'ai 95 ans, donc j'avais pas vos conneries de HD. J'ai fait un bac ES avec spé maths. Depuis la fin de mes études, je commence à me sentir stupide. Comment reprendre la culture? Moi, c'est un peu ma pire angoisse et c'est pour ça que j'ai voulu continuer et faire un master après master, que je n'ai finalement pas fait, car il y a un moment où il faut gagner sa croûte, gagner son pain, mettre du beurre dans les épinards, tout ça. Personnellement, en fait, c'est TikTok qui m'aide à faire ça, la création de contenu.
Donc je suis invitée à des trucs auxquels j'irai jamais toute seule. Je reçois des livres auxquels je me serais jamais intéressée toute seule. Et puis surtout, je fais des vidéos. Et donc le rythme, une vidéo par jour, me pousse à développer une forme de discipline qui est de me dire, bon, j'apprends pas une chose par jour, mais j'apprends au moins 5 à 7 choses par semaine. Et sinon, j'apprends beaucoup en parlant avec mes amis. J'ai l'impression qu'on sous-estime parfois la source d'informations que sont nos discussions informelles. Alors bien sûr, il faut tout cross-checker. Ne croyez pas nécessairement ce que vous raconte votre collègue à la machine à café, surtout s'il a l'air un peu macroniste. Discuter avec les autres, ça vous amène à considérer des sujets que vous considérez très peu vous. 90% des idées de vidéos viennent vraiment de conversations informelles que j'ai eues avec des potes et que j'ai ensuite transformées en des vidéos. Et puis, on peut tellement apprendre grâce à la communauté. Il y a des clubs de ciné, des book clubs un peu partout. Il suffit en vrai grave de se renseigner et c'est le genre de trucs qui peuvent te permettre de vraiment apprendre en s'amusant. Moi, je suis pas très fan de toute cette culture du carnet de culture, lire une actualité par jour et écrire dessus, etc. Parce que je trouve que ça devient très vite punitif ou très vite apprendre pour apprendre, et ce qui peut très vite être dégoûtant en fait. C'est un peu comme Duolingo. Au début, ça te fait plaisir, et puis il y a un moment où tu te rends compte qu'en fait, tu le fais juste parce que tu te fais... Il y a une chouette numérique qui te fait culpabiliser, tu vois. Et je suis pas convaincue que sur le long terme, ça soit fonctionnel pour tout le monde. Et c'est pour ça que je pense que associer ça à un moment avec tes amis, par le biais du book club ou par le biais des rencontres ciné ou en faisant un petit rendez-vous avec tes potes en mode on essaie tous les week-ends de se faire une petite expo gratuite ou d'aller voir un film ensemble. Et donc tu vas voir un film et admettons le film que tu vas c'est The Away, film que j'ai vu récemment sur l'intelligence artificielle. Bon, mauvais, ça c'est pas le sujet, mauvais. Et tu sors de ce film et t'es en mode ah putain, c'est vrai que l'IA, je sais que c'est pas bon pour l'environnement, mais je sais pas trop pourquoi. Au lieu de juste rester avec cette idée un peu trouble, tu te poses et tu fais des recherches et tu vas te rendre compte qu'en fait, ça va être beaucoup plus clair dans ta tête. Et qu'il y a beaucoup de trucs qu'on pense savoir, mais qu'on est incapable de verbaliser juste parce que on est incapable de mettre derrière ces concepts généraux qu'on a assimilés de véritables idées. C'est quoi ton rapport à ta classe sociale? Voudrais-tu rester dans cette classe ou faire une décroissance sociale? Voilà, question à 2 millions. J'avoue que mon rapport à la classe sociale, il se limite à la conscientisation de mon existence dans une de ces classes et les privilèges qui en découlent. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, par exemple, avant, au tout début, quand je faisais des vidéos, quand des gens allaient me traiter de sale bourgeoise, ça me vexait. Aujourd'hui, ce qui me vexe, c'est juste que j'ai pas réussi à convaincre la personne, mais pas l'appellation bourgeoise. Parce qu'en réalité, je suis même pas suffisamment calée en sociologie pour parvenir à définir correctement la bourgeoisie, à mon avis, mais à mon réalité, en tout cas, les apparats, la façon dont je me présente dans l'espace, sont assez comparables à l'esthétique bourgeoise. Et donc, qu'on me qualifie ou qu'on m'assimile à une bourgeoise, ça devrait pas me vexer. C'est juste une forme de réalité. Donc c'est un petit peu ça. J'essaie de prendre conscience de ces privilèges-là et de comment je peux les articuler aussi pour avancer dans ma lutte de la façon la plus éthique et efficace possible. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'obtenir une décroissance sociale? Je veux dire, j'arrive à payer mon loyer et à manger et aller au restaurant depuis tout s'accumuler en même temps, depuis très peu de temps. Donc est-ce que là je suis au moment où j'ai envie de faire une décroissance sociale? Mon capital social, le réseau que j'ai et la connaissance que j'ai du système, ça, il va rester. Donc la décroissance sociale, je pourrais l'obtenir par le biais de la décroissance de mon capital économique, probablement. J'ai pas l'impression que je sois encore dans une situation où je peux me le permettre. Et faire décroître mon capital social, j'avoue que je verrais pas trop l'intérêt et je vois pas trop comment ça pourrait être concrètement réalisé. Donc plus tard, j'espère que quand je gagnerai des milliers des cents et que je me baladerai partout en Louis Vuitton, jamais, j'aurai la présence d'esprit de décroître ce capital économique en tentant de permettre sa redistribution. Déjà, j'espère que je n'arriverai jamais au moment où j'aurai accumulé tellement de richesses pour aucune raison que je ne saurais pas quoi en foutre. Mais dans le cas où ça arrive, ce qui n'est
ce qui est quand même rarement un accident. Si tu ne veux pas être riche, je pense que ça te tombe pas dessus. Peut-être si les successions, dans ce cas-là, j'espère, oui, que j'aurai la présence d'esprit à ce moment-là de ma vie, et la présence militante, de décroître ce capital économique. Quelles sont les formes d'art que t'aimes le plus? J'avoue que je suis très sensible à la musique et j'aime beaucoup le cinéma. Par contre, je suis très peu sensible à l'art strictement visuel et pictural. Les expositions me passionnent rarement, sauf dans la mesure où il s'agit d'expositions liées à la représentation d'une culture ou à une histoire particulière. Mais aller voir un musée avec des œuvres de la Renaissance, c'est vraiment le truc auquel je suis totalement insensible. Je sais pas si c'est le cas de toute ma génération, je sais pas si c'est quelque chose qui est lié à la classe aussi, si on peut-être selon notre environnement social, on se sent beaucoup moins concerné par cette forme d'art-là et donc on y est nécessairement plus insensible, j'en sais rien. En tout cas, c'est un truc vers lequel j'aimerais bien me pencher et je suis des créateurs de contenu dont Raphaël, dont je me souviens plus du hâte que je vous mets juste là, qui permettent justement de rendre cette forme-là d'art plus accessible, mais de moi-même, j'y vais pas. Et peut-être que c'est un truc sur lequel j'aimerais bien réfléchir ou j'aimerais bien travailler. As-tu gardé un lien avec ta culture occitane? Oui, et c'est un lien que je trouve pas toujours évident à naviguer. J'ai l'impression que quand j'étais dans le sud de la France, j'étais pas toujours très très heureuse, parce que je peinais à trouver des lieux politiques, probablement aussi parce que j'étais trop jeune et que je les connaissais pas et je savais pas où les trouver, mais j'avais pas encore trouvé des lieux politiques dans lesquels je me sentais bien, et j'ai trouvé ces lieux-là en étant plus âgée à Paris. Mais d'un autre côté, à Paris, je trouve qu'il y a un grand aspect de ma culture occitane qui me manque aussi, le rapport au paysage, le rapport à la nature, le rapport à la communauté. Je trouve que Paris est une ville beaucoup plus individualiste. On se sent pas toujours exister parce qu'on connaît pas ses voisins, on connaît pas les commerçants d'à côté, on se sent pas appartenir en fait à sa ville. Et donc c'est un petit peu un... Disons que j'ai besoin des deux endroits pour deux choses très différentes. Est-ce que tu vas participer à une interview Le Crayon maintenant que Starin est parti? Alors Le Crayon m'a envoyé un message après ma story dans laquelle j'ai dit voilà, lié au fait que Starin ait quitté les financements du Crayon. Je sais pas si vous avez suivi tout cet arc, mais le Crayon m'avait proposé une vidéo avec eux, j'avais découvert qu'ils étaient en partie financés par Starin, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Starin s'est finalement retiré, il ne finance plus en partie le Crayon, et j'avais fait une story pour dire voilà, on a eu ce qu'on veut en gros. Je suis contente parce que ça fait toujours du bien de savoir qu'il y a un endroit en moins de ce monde sur lequel Starin a une influence. Maintenant, je trouve que la ligne politique du Crayon est quand même très éloignée de la mienne et je sais pas si je me sentirais particulièrement à l'aise à me faire interviewer et à mettre mon image et mes mots entre les mains du Crayon, tout simplement parce que il y a beaucoup des vidéos que j'ai regardées chez eux qui m'ont alertée dans la façon dont ils exposaient bien des militants au cyberharcèlement. Donc là, tout de suite, pas particulièrement dans mes plans. Si le Crayon prend une ligne éditoriale parfaitement différente, ce qui, je pense, ne sera pas le cas, puisque d'après eux, Starin n'avait absolument pas la main sur ce qu'il communiquait, donc son départ ne devrait pas avoir véritablement d'impact sur la continuité de la ligne éditoriale. Non. Voilà la team, c'est terminé pour cette FAQ. J'ai gardé quelques questions. Si vous avez posé vos questions et qu'elle n'est pas apparue, c'est soit qu'elle était très très proche d'une autre question. Non, vous n'êtes pas nécessairement si unique et spécial. Vos pensées se rapprochent aussi de celles des autres. Les questions que j'ai gardées, c'est surtout des questions liées à la politique. C'est surtout des questions où vous me demandez mes opinions sur des sujets. Et ça va venir dans un second temps. J'ai très très envie de faire une vidéo dans laquelle je fais comme plein de mini TikTok d'affilée sur des sujets que vous me demandez d'aborder et que je n'ai pas encore abordé, soit parce que j'ai pas encore trouvé l'angle ou j'ai pas encore trouvé le temps. Et donc là, ce sera l'occasion de répondre à vos questions sur des sujets liés à l'information. Merci de m'avoir écouté pendant tout ce temps. J'ai essayé de créer d'alimenter le lien parasocial parce qu'on m'a dit que c'est ça qu'il fallait faire pour attirer la visibilité. Moi, vous savez, je ne suis intéressée que par ça. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et... Vous avez vu mes ongles? Et on se retrouve
très prochainement.